Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live tourmac.com consacré à l'ordonnance 2020-315 et à son application dans les agences de voyage. Alors pour en parler, nous accueillons de nouveau aujourd'hui Maître Emmanuel Yop du cabinet Equinox Avocat, spécialiste du droit du tourisme qu'on ne présente plus. Emmanuel, le droit, on le présente toujours. Je suis en compagnie de Céline Emery, rédactrice en chef de tourmac.com, qui se fera le relais pour les questions. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ. Vous pouvez poser toutes vos questions par écrit, s'il vous plaît. Pour les retardataires ou pour ceux qui ne pourront pas rentrer dans la salle, puisque vous êtes déjà pas loin de la jauge, puisque vous savez qu'on a une jauge de 100 personnes. Donc, pour tous ceux qui ne pourront assister ou rentrer dans la salle, sachez que la conférence est enregistrée, qu'elle sera publiée ensuite et qu'elle restera accessible en ligne. Dernier point, donc cette réunion est strictement réservée aux professionnels du tourisme. Ça, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc, passons directement à la présentation de l'ordonnance 2020-315. C'est un texte, comme vous le savez, qui a été présenté en Conseil des ministres au mois de mars dernier. Il introduit et légalise à la valoir comme une exception à l'obligation de remboursement prévue dans le Code du tourisme. Ça a été un moyen d'éviter la faillite immédiate des professionnels face aux mesures de blocage, de fermeture des frontières et de quarantaine imposées par la crise du coronavirus. La décision a été saluée unanimement par la profession, un peu moins par les consommateurs, mais ce texte d'une apparente simplicité a fait surgir de nouvelles questions. Et la première a été tout ce qui n'avait pas été prévu. Donc, moi, ma première question, c'est la même que la dernière fois, s'il y a des personnes qui étaient là pour le premier live avec Emmanuel Yop. C'est face à l'urgence de la situation, est-ce que le texte de l'ordonnance, aujourd'hui, avec le recul, a été rédigé un peu rapidement, un peu à la va-vite? Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? D'abord, bonjour à tous. Merci d'être là. Je reconnais pas mal de visages connus. Moi, je dirais que c'est un texte qui, certes, a été pris dans l'urgence, mais qui a quand même été réfléchi. Et avec le recul, je pense qu'on ne pouvait pas prévoir toutes les situations qui se posent à nous et qui, justement, font l'objet de toutes les visios qu'on peut organiser parce qu'il y a autant de situations que de métiers. Donc, c'est un bon point de départ. Maintenant, ça donne beaucoup de travail pour l'utiliser, en fait. Bien, vous savez que vous pouvez poser donc des questions par écrit. Céline les réceptionnera et les transmettra au fur et à mesure. Nous, on a préparé des questions, il n'y a pas de souci, mais on aimerait que vous vous exprimiez en priorité puisqu'on est là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions par écrit et on va les poser au fur et à mesure, on les pose à Maître Yop. Alors, Emmanuel, comment est structurée l'ordonnance et qu'est-ce qu'elle prévoit exactement? Alors, l'ordonnance, je crois que si vous devez retenir une chose à propos de l'ordonnance, c'est qu'elle est une dérogation pour ce qui nous concerne, nous, dans l'activité Code du tourisme. Elle est une dérogation au principe de remboursement immédiat sous 14 jours des voyages annulés pour cause de circonstances exceptionnelles et inévitables. La nouvelle terminologie de la force majeure. Première chose à retenir, c'est ça. C'est une dérogation à cette obligation de remboursement immédiat, tout simplement par l'élaboration d'un avoir que le client va pouvoir utiliser soit sur une nouvelle offre que vous allez lui faire et qui sera valable 18 mois, soit malheureusement au bout de 18 mois parce qu'il en demandera le remboursement si aucun nouveau contrat n'a été possible. Donc, premier principe important, une dérogation. Et quant à l'articulation de ce texte, il prévoit d'abord qu'on parle bien d'une annulation liée au Covid, c'est-à-dire pour circonstances exceptionnelles et inévitables Covid. C'est une ordonnance qui a été prise suite à la loi d'urgence sanitaire. Ça, c'est un premier point. Elle permet l'annulation par le professionnel ou par le client. C'est important parce que
J'entends souvent des questions à ce propos-là. Donc, c'est soit le professionnel qui a vendu, soit le consommateur, toujours pour le Covid, avec cette particularité pour le client que lui, il doit prouver, démontrer que le Covid impacte son contrat de voyage à destination ou à proximité immédiate, donc son contrat ou son transport, tandis que le professionnel, lui, a simplement besoin de dire en raison du Covid, en raison de l'épidémie, je ne peux pas assurer votre contrat, donc je l'annule. Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que cette ordonnance s'articule dans la relation B2C. Il y aura sûrement des questions sur le B2B, j'imagine, parce que c'est une évidence. Et enfin, le temps de cette ordonnance, c'est d'organiser les moments que vous allez devoir respecter pour informer le client. Donc, le moment de l'annulation, le moment de l'information, pour lui dire si vous, en tant que professionnel, vous choisissez le système de l'avoir, sachant que ce n'est pas obligatoire. Si vous avez de l'argent et que vous préférez rembourser, vous pouvez le faire. Donc, temps de l'information du client, 30 jours après l'annulation. Temps de la nouvelle proposition au client, 3 mois après l'annulation. Et temps de validité de la nouvelle offre, 18 mois après son émission. Voilà, c'est un peu ça l'articulation. Et puis, les principes généraux de l'ordonnance. Cette nouvelle offre doit être identique ou équivalente, sans majoration de prix. Ça, c'est la base. Ce qui peut, bien sûr, laisser la porte ouverte tout de même à des demandes différentes de la part du client qui pourront entraîner des prix différents. Donc, voilà un peu l'articulation. Et le final que l'on ne souhaite pas, ça serait, si l'on ne parvient pas à un contrat, c'est le remboursement de l'avoir. 18 mois. Avoir qui peut être utilisé en une seule fois ou en plusieurs fois. Voilà un peu l'économie globale. Je crois qu'on a déjà des questions, hein, Oui, Céline. on a déjà des questions. Voilà, juste un tout petit mot pour terminer, mais assez synthétique. Emmanuel, comme ça, on campe vraiment le décor. Au niveau de l'application, quels sont aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que vous direz quoi à propos, quelles sont les lacunes de ce texte? Alors, moi, ce que je remarque, alors, outre le fait qu'elle est consacrée au B2C et qu'elle ne règle pas, évidemment, les relations entre fournisseurs et distributeurs, je pense que, point important, c'est que cette ordonnance vise les dates auxquelles peuvent avoir lieu les annulations. 1er mars, donc une légère rétroactivité jusqu'au 15 septembre, mais en revanche, l'ordonnance ne traite pas des dates de départ. Voilà, c'est pour moi, enfin, je ne sais pas si c'est une lacune ou si on nous a laissé ce paramètre à gérer en tant que professionnel, mais c'est un point qui est difficile à gérer parce qu'on réfléchit par date de départ dans votre profession. Or, on ne vise que les dates d'annulation. Donc, les choses que vous avez réglées, une problématique, là, je vois au bout de presque 3 mois d'utilisation, c'est qu'est-ce qu'on fait pour des voyages lointains. Ça, c'est une vraie problématique. Est-ce qu'on peut annuler un voyage du mois de novembre, du mois de décembre, en disant que c'est lié à l'épidémie? C'est vraiment une problématique. Très bien, on peut poser une première question. Le texte prévoit un remboursement du client au bout de 18 mois, mais comment cela se passe-t-il si les prestations ont été payées aux fournisseurs étrangers qui ne rembourseront pas, mais accordent seulement un report? Eh oui. Alors, comment se passe-t-il? Évidemment, l'ordonnance a une application nationale. C'est un texte qui ne vise que les entreprises françaises, toujours par dérogation, principalement au Code du tourisme, un peu aussi au Code civil. Malheureusement, là, on est dans le B2B. C'est l'observation que je faisais tout à l'heure. Et donc, on est dans la négociation en essayant de voir avec nos prestataires étrangers, de les convaincre. Mais en général, quand ils acceptent de rembourser, ils vont garder des frais. Soit ils remboursent, mais en gardant des frais. Je pense aux hôteliers, je pense aux professionnels du MICE, par exemple, les centres de congrès, etc. Soit, effectivement, ils reportent, mais à 12 mois, quoi, la même période, pour le même groupe, pour le même type d'événement. Je n'ai pas de solution dans l'ordonnance. Ah, pardon, je me suis remise en… Je ne sais pas à quel moment Emmanuel, il faut… Voilà. Voilà, j'ai remis mon micro. C'était une petite phrase, si vous pouvez revenir un tout petit peu. Je reviens un petit peu en arrière pour dire que sur cette relation B2B, on est vraiment dans la négociation
avec les partenaires. Malheureusement, certains comprennent, d'autres ne comprennent pas. Mais en tout cas, le choix avec eux, c'est soit ils annulent et ils gardent des frais, soit ils reportent pour la même période l'année prochaine pour le même événement, voire pour le même nombre de personnes, etc. C'est pas simple, je sais, mais c'est vraiment la négociation. La solution n'est pas dans l'ordonnance. Très bien. Alors, une autre question. Nous avons des clients qui veulent annuler par crainte de partir avant le 15 septembre, mais le Théo n'a pas annulé car les départs sont après le 27 juin. Le tour opérateur nous facture des frais et le client souhaite un avoir. Comment gérer ces demandes? Alors, là, on voit bien qu'il y a plein de dates qui se télescopent. Si je peux apporter une réponse générique à ce type de questions, parce que je suppose que vous en avez beaucoup, la réponse générique que l'on peut faire, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'ordonnance ne vise pas les dates de départ. Cependant, il y a du bon sens. On nous dit dans l'ordonnance que les annulations doivent être justifiées par l'épidémie, par le Covid et les conséquences du Covid. Donc, quelqu'un qui se dit « Ah ben moi, de toute façon, j'ai jusqu'au 15 septembre pour annuler un voyage », donc il annule un voyage. Imaginons, on est le 25 mai, on annule un voyage pour le 30 mai. On peut quand même facilement là se dire est-ce qu'il y a du Covid, est-ce que c'est justifié. En revanche, pour un voyage plus lointain, je vais revenir sur les dates de départ par rapport au tour opérateur, mais pour un voyage plus lointain, on peut dire au client mais patientez parce qu'aujourd'hui, si vous annulez, je vais vous appliquer des frais dans la mesure où on ne peut pas justifier. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire qu'il y a du Covid au mois d'octobre, par exemple, au mois de novembre, au mois de décembre, même au mois de septembre. Vous ne pourrez pas dire que votre voyage ne sera pas possible. Donc, j'ai entendu une petite phrase qui m'a dit « c'est l'été ». Je ne sais pas. Mais pour demain, alors pour après-demain, c'est-à-dire juillet-août, le meilleur conseil que vous puissiez donner à vos clients, c'est de patienter. De toute façon, ils n'ont rien à perdre, ils sont protégés par le système de l'avoir, qui est lui-même protégé par la garantie financière. Donc, il faut patienter. Maintenant, deuxième élément de votre question, Céline, c'était les dates que choisissent les Théo au fur et à mesure. C'est-à-dire que eux, ils ont des engagements en amont, on est d'accord? Des allotements, de l'aérien, de l'hôtel, etc., qu'ils ont souvent déjà payés. Et ils procèdent date par date, comme ça, par quinzaine, par mois, d'abord parce que c'est plus facile à gérer. Il ne faut pas oublier que quand eux, les tours opérateurs, annulent, il est préférable de le faire en concertation avec vous, parce que dans ces cas-là, c'est le professionnel qui annule. C'est vous, les agences, qui allez annuler. Et il faut faire comprendre aux clients que, voilà, on procède par étapes. Parce qu'il est plus logique de dire aujourd'hui, le 25 mai, on annule jusqu'au 15 août. Je ne sais plus quelles sont les dernières dates, mais voilà, c'est plus logique. Ce n'est pas dans l'ordonnance, mais c'est plus logique. Sinon, on applique des frais parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, 25 mai, que le voyage du mois d'août sera impossible. Surtout dans Schengen. Pour le reste, ça peut poser question. Alors, il y a une autre question sur les tarifs dans le cas de tarifs flexi vendus par les tours opérateurs avec des compagnies low cost. Le Théo peut-il imposer la même destination sur la même compagnie aérienne? Alors, vous savez, ça, c'est vrai que j'entends beaucoup ce genre de choses. Le Théo peut-il imposer, etc. C'est pas la question. La question, c'est de se dire, l'ordonnance donne des droits aux vendeurs, aux professionnels qui a vendu. Droit que le client ne peut pas refuser. D'accord ? C'est-à-dire l'avoir. Le fameux avoir pour le montant des sommes qui ont été versées. Ça, je crois qu'on le sait bien aujourd'hui. Maintenant, dans la relation en amont, vous avez effectivement un fournisseur, un tour opérateur qui a monté un package avec éventuellement des low cost. La question du transport aérien, elle est au cœur en ce moment des réflexions, enfin presque depuis le début de tout ça, parce que les compagnies aériennes ne facilitent pas votre travail de professionnel dans la mesure où elles ont décidé que plutôt que de passer par le remboursement, qui est leur obligation, en tout cas pour les compagnies selon le droit européen, elles proposent des avoirs qui n'ont rien à voir avec celui que vous devez proposer au client, c'est-à-dire le fameux avoir et la durée de 18 mois pour une nouvelle offre. Elles vous font ça à compter du vol annulé pendant 6, maintenant c'est 12 mois. Nominatif, alors qu'il serait, c'est vrai, plus simple peut-être de faire des avoirs comptables. Là encore, on n'est pas dans l'ordonnance. Vous êtes d'un côté, vous avez des obligations vis-à-vis des clients, mais de l'autre côté, vous êtes dans la négo avec les partenaires. Donc heureusement,
les institutionnels aident la profession à ce niveau-là. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, je n'ai pas la solution dans l'ordonnance. La solution, là, c'est encore de dire aux compagnies, soyez plus souples ou calez-vous sur ma propre durée. Si vous ne voulez pas me rembourser, calez-vous sur ma durée. Sans compter, Emmanuel, que parfois les compagnies prennent directement, parce que ça les arrange, contact avec les clients pour essayer de régler ces problèmes justement d'avoir et de remboursement. Oui, parce que les compagnies dépendent de plusieurs textes d'ailleurs, mais au niveau européen, elles dépendent d'un règlement qui règle les relations entre le transporteur et le passager. Les compagnies décident que dans ces cas-là, vous, intermédiaire, que vous soyez agence ou tour opérateur, vous n'avez pas à interférer, alors que de votre côté, vous avez vendu un produit packagé, que ce soit pré-packagé ou package dynamique. Donc, c'est un vrai problème, mais c'est la preuve que les textes, parfois, s'articulent assez mal entre eux. Mais bon, je ne peux pas le donner là, mais il y a des astuces aussi pour essayer d'éviter ça. Bon, Alors, il y a une question encore sur les tarifs. Maître On Yop sait que- laissera sa carte de visite à la fin. On sait que le prix doit être le même, mais on sait aussi que les vols seront probablement plus chers et peut-être les prestations terrestres également. Donc, comment faire? Ben, on est toujours dans la même logique hein, de questions et de réponses. Malheureusement, je ne peux que… alors, je peux faire une réflexion, par exemple, pour la France, puisqu'on va beaucoup parler de la France pour cet été, pour ceux qui le peuvent. Il va être plus simple, juridiquement en tout cas, de convaincre des partenaires français, des hôteliers, un peu moins des transporteurs, mais pourquoi pas, sur le principe que tout le monde est dans le même bateau de cette, entre guillemets, force majeure, qu'on appelle les circonstances exceptionnelles et inévitables, et que dans ces cas-là, ça induit des annulations, des remboursements. Pour éviter les annulations et les remboursements, on part sur un avoir avec les mêmes montants et les mêmes engagements. Ça sera un peu plus facile avec des partenaires français parce qu'eux, individuellement, ils sont soumis à la même ordonnance. Par exemple, un hôtelier, quand il vend en direct, il est soumis à l'ordonnance comme une agence de voyage qui a vendu un forfait avec de l'hébergement. Sur la France, voilà, on va pouvoir travailler là-dessus. Sur l'étranger, c'est la même chose. Les compagnies aériennes, même si elles opèrent depuis la France, elles ont leur propre, elles ont décidé, voilà, elles font du yield. Le seul point que l'ordonnance peut vous donner, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que si une prestation est proposée, mais pour une période différente, c'est possible, on peut jouer sur le prix peut-être à ce moment-là parce qu'on pourra dire que ce n'est pas exactement le même produit. Quelqu'un qui a eu un voyage du mois de mars et qui souhaite le reporter à une période de vacances scolaires, on passe d'une période creuse à une période de vacances scolaires où les tarifs sont différents, on va pouvoir faire valoir que c'est une prestation différente, donc faire un prix différent. C'est le seul point que je vois dans l'ordonnance qui nous permet d'aller là-dessus, à part la négociation avec les prestataires. Ok. Il y a une autre question. Si les frontières sont ouvertes au départ et à destination et qu'il n'y a pas de quarantaine obligatoire à destination ni de niveau épidémique supérieur à la France, les clients sont-ils quand même en droit d'annuler leur voyage sans frais selon les modalités de l'ordonnance? Ah, alors ça, c'est une question qui depuis le déconfinement, tous les jours, on nous la pose. Eh bien, non. Je vais répondre assez brièvement non, parce que, encore une fois, il faut justifier, quand on est client, il faut justifier, qu'on soit dans l'ordonnance ou pas, qu'à destination ou pendant le transport, on a des conséquences liées à l'épidémie qui vont empêcher, qui vont impacter de manière importante mon contrat, mes vacances. Si tel n'est pas le cas, eh bien, l'annulation, ce sera une annulation avec frais. C'est On ça. ne va pas bénéficier. Il ne faut pas que ce soit subjectif. Il faut qu'il y ait un fait matériel à la base. Exactement, c'est-à-dire annuler par peur, par crainte, parce que son employeur a supprimé les vacances, parce qu'on préfère aller chez sa grand-mère dans la Creuse, ça n'entre pas ni dans le code du tourisme comme étant une cause d'annulation sans frais, ni a fortiori dans l'ordonnance, parce que l'ordonnance, c'est juste une modalité de l'annulation. C'est pas, voilà, ça ne fait pas une différence. Donc, on ne sort pas de ces mêmes principes. C'est pareil aussi avec les assurances, d'ailleurs. Il y a des cas qui sont pris, des cas qui sont exclus. Donc, la peur, le changement d'idée, ça ne sera pas retenu. Alors, je rebondis puisqu'il y a, donc, il y a une personne qui pose la problématique sur les papiers d'identité.
les clients de cet été n'ont pas pu faire leur carte d'identité ni passeport. Oui. Voilà, donc est-ce que là, on peut leur proposer l'annulation et l'avoir, car certains Théo le refusent, et idem pour les congés refusés. Il y a également cette… Ben oui, non, mais non, on n'est pas dans le… C'est malheureusement quelque chose qui est dommage pour le voyageur, mais qui n'est pas du ressort, en tout cas, de vous, les professionnels. Donc, quelqu'un qui n'a pas pu accéder à la mairie pour avoir ses papiers d'identité, soit il arrive à faire passer son dossier sur le dessus de la pile, bien que je ne sois pas certaine que les vacances soient vraiment une cause d'urgence vitale. Enfin, ça dépend des mairies, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Voilà. J'ai une question concrète là-dessus, Emmanuel, justement, sur cette thématique-là. Par exemple, je suis désolé, je vais prendre mon exemple personnel. J'ai essayé de faire un visa à l'ambassade des États-Unis. Donc, mon visa, je pouvais le faire par correspondance. Le courrier est parti, le Covid-19 est arrivé, je n'ai plus de nouvelles jusqu'au jour où on m'a renvoyé toutes les pièces avec le passeport en me disant l'ambassade est fermée, il n'est pas possible de vous délivrer, votre visa. Donc, je dois recommencer la procédure pour avoir le visa. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que là, du coup, je n'y suis pour rien. On est limite obligation administrative, quoi. Oui, maintenant la question c'est est-ce qu'on rentre dans un cas au sens large de force majeure qui est opposable à l'agence? Moi, je ne le pense pas. C'est une démarche administrative qui est nécessaire pour voyager. Il y a des péripéties, mais non seulement je ne pense pas que ça rentre dans le cas de force majeure au sens large quand il n'y a pas d'épidémie, mais pas non plus dans le système de l'ordonnance. Enfin, après, vous savez, si on y fait tout rentrer dans l'ordonnance, il faut bien que vous sachiez qu'à ce moment-là, quand les clients vont vous demander de le faire et que vous ne voulez pas, on va vous dire oui, mais moi je connais un tel, on lui a fait rentrer son cas dans l'ordonnance, il a eu un avoir. Attention, maintenant vous avez des relations avec les clients, on peut aussi faire des accords avec ses clients si on y arrive avec ses fournisseurs, avec ses prestataires. On peut aussi faire des accords pour trouver une autre solution et reporter le voyage en dehors de l'ordonnance. Bien sûr, on n'est pas coincé. C'est-à-dire que le consommateur est censé, lorsqu'il achète un forfait, il est censé être prêt pour faire ce voyage. C'est bien ça, Ben, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, le professionnel lui donne l'info sur les formalités administratives et autres, mais on sait bien dans les conditions de vente et sur les devis, etc., on marque qu'il appartient, enfin, sauf cas où c'est l'agence qui prend en charge ça, mais il appartient au voyageur de réaliser les formalités et à ses frais. Voilà, c'est ça. Céline? Très bien. Oui, alors lors du discours d'Édouard Philippe, il a été mentionné le remboursement pour les nouvelles réservations cet été en France. Est-ce que l'ordonnance est toujours valable dans ce cas? Je pense qu'il y a une petite confusion. Oui, non, c'est une question qui est tout à fait légitime. On a, on le redit, ce système dérogatoire de l'ordonnance qui, comme le disait Jean tout à l'heure, bénéficie surtout aux professionnels, aux vendeurs directs, en B2C. Et puis, on a le cas particulier des vacances de cet été. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de vendre la France parce que ça va être un peu compliqué d'aller à l'étranger. Peut-être dans Schengen, un peu plus simple selon là, ce qu'on entend en ce moment sur certains pays. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est d'essayer de vendre la France et d'essayer de faire vendre la France par vous, les professionnels. D'accord? Même si ce n'est pas le plus grand pourcentage, la vente en agence pour la France. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Donc, je parle sous le contrôle qui sera a posteriori par les entreprises du voyage, mais je sais qu'il existe un accord entre les entreprises du voyage, l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie de plein air, et il m'en manque un autre, et le CETO, pardon. Il y a un accord qui consiste à dire aux consommateurs, à partir du 15 mai, je crois, si vous réservez auprès d'un professionnel, donc membre de ces 4 organismes, pour cet été, pour juillet-août, eh bien, nous nous engageons, nous, et ceux qui le veulent parmi les adhérents de ces groupements-là, nous engageons si votre réservation venait à être annulée parce que, par exemple, la région où vous allez se retrouve dans un cluster, où l'hôtel ne peut pas ouvrir, ou pour des raisons sanitaires, et il
enfin, éventuellement, eh bien, nous nous engageons à vous rembourser tout de suite. Ces réservations-là, si vous voulez, on les sort, mais c'est volontaire, c'est les adhérents des syndicats qui le souhaitent, eh bien, on remboursera tout de suite, on ne fera pas un avoir. Voilà, c'est vraiment, c'est un accord pour promouvoir. Je pense que ça donne un coup de projecteur et une rassurance pour les clients. C'est ça la différence. Mais ça ne veut pas dire que l'ordonnance ne s'applique pas pour ceux qui le souhaitent s'ils doivent annuler une réservation de cet été. Puisque c'est jusqu'au 15 septembre, les annulations. Céline, d'autres questions? Oui, bien sûr. Alors, comment faire lorsqu'un client ne souhaite pas partir en voyage alors que le voyage est réalisable, vol plus hôtel, mais qu'il n'a pas l'épreuve que le voyage ne sera pas réalisé normalement à cause du Covid? Par exemple, restrictions piscine, visite, certaines prestations qui ne pourront pas être effectuées, si je comprends bien, dans des conditions normales ou qui vont être annulées à cause des protocoles sanitaires. Oui, ça va être une vraie question. Que ce soit pour cet été en France, que ce soit dans Schengen, Espagne, Italie, Croatie, Grèce. Là, on a une vraie question de mesures sanitaires parce que quand les gens ont acheté, par exemple, ils ont pu acheter il y a un moment, ou alors ils vont acheter maintenant, ils achètent des prestations dans un certain état. Donc, je veux un hôtel club, j'ai la piscine, j'ai le club enfant, j'ai les sanitaires autour de la piscine, et voilà. Et on n'a pas acheté pour avoir des prestations restreintes. Par exemple, il y a des campings qui sont grande interrogation actuellement parce qu'ils ne savent pas s'ils pourront ouvrir les piscines. Donc, aller prendre un camping au bord de la Méditerranée, si on n'a pas la piscine, même s'il y a la mer, mais justement, parce qu'on voit que ça ne va pas être facile d'aller dans les plages, peut-être, sur les plages, ça, c'est une vraie question. Donc, moi, juridiquement, en tout cas, je pense qu'on sera peut-être, dans ces cas-là, dans la modification du contrat. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà acheté, si on leur dit il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de club junior, malheureusement, on va être dans la modification du contrat et qui donne la possibilité au client de sortir du contrat ou d'accepter la modification. Mais Emmanuel, pardon, le problème, ça va être que très souvent, ces modifications, le client, il va s'en rendre compte une fois qu'il sera sur place aussi. Alors, et ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième qui arrive tout de suite après, c'est qu'en fait, chaque pays va avoir ses propres contraintes sanitaires et peut-être proposer des protocoles sanitaires qui seront complètement différents et que du coup, là, ça va devenir un véritable casse-tête juridique. Alors, je suis totalement d'accord avec ça et je pense que c'est là que vous, les professionnels, vous devez faire la différence. Parce que vous devez vendre en connaissant le produit. C'est-à-dire que justement, la question numéro 1 là, que soulève Jean, qui est de dire que les clients vont se rendre compte des restrictions à destination, honnêtement, il ne faudrait pas que ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive. Il faut que vous sachiez, en lien, si vous revendez du Théo, c'est en lien avec le Théo. Si vous faites de la composition vous-même, c'est vous avec vos prestataires. Je sais que c'est du boulot, mais en fait, c'est votre boulot normal. C'est-à-dire qu'en temps normal, vous devez savoir ce qu'il y a à destination. Et bien là, il faut savoir ce qu'il y a à destination par rapport à l'épidémie. Donc, est-ce que ça va être safe? Est-ce que ça va être désinfecté? Est-ce que Alors, on pense notamment aux restaurants, les restaurants et les bars des hôtels. Vous devez vendre en sachant ce qui attend le client à destination parce que là, je n'ose imaginer la porte ouverte aux chaînes de responsabilité et j'ai attrapé, c'est pas forcément j'ai attrapé le Covid pendant les vacances, ça va être un peu compliqué de prouver la source d'une éventuelle contamination, mais j'ai pas profité de mes vacances comme c'était prévu. Donc, quand on part en étant informé, ça va, on l'accepte éventuellement. Et si on ne le sait pas, c'est une source de responsabilité. Là, c'est votre travail de pro. C'est vraiment la nouvelle problématique vers laquelle on est en train de glisser. Là. Pour essayer de sauver les ventes de l'été, vous devez savoir ce que vous vendez. Oui, sans compter la part de subjectivité aussi en ce qui concerne le client, hein, qui va avoir un ressenti qui n'est pas forcément un ressenti juridique, mais plutôt un ressenti personnel et complètement subjectif. Alors ça, quand on est agent de voyage, tour opérateur, on le sait, que les clients sont tout le temps subjectifs et parfois on arrive à
quand on se retrouve au stade judiciaire devant les tribunaux, on arrive à faire la part des choses à un juge entre une appréciation subjective et la preuve objective que quelque chose ne s'est pas bien déroulé. Ça, mais on le sait et on va l'avoir. Et vous évoquiez, Jean, un deuxième point important tout à l'heure, c'est les disparités par rapport aux pays de destination, les disparités de mesures sanitaires. Je pense que, vous savez, quand vous devez faire un travail aussi en tant qu'agent de voyage, vous savez, quand vous devez vous débrouiller avec les formalités administratives, les visas, un peu moins de vaccins, mais bref, toutes ces questions-là, vous connaissez tous par cœur le site du ministère des Affaires étrangères, eh bien, j'espère que peut-être ce site, je crois que c'est le cas d'ailleurs, à vérifier, mentionne les mesures sanitaires peut-être étatiques à destination. Ça va faire partie de vos nouveaux réflexes parce qu'il va y avoir des disparités, mais je pense que globalement, quand on voit ce qui se passe dans la gestion de l'épidémie, on peut imaginer que globalement, tout le monde va avoir les mêmes idées. Désinfecter, mettre du gel hydroalcoolique partout. Le devoir d'information de l'agent de voyage va être crucial dans les mois à venir. Oui, exactement. Il existe. Évidemment que dans le code, on n'a pas prévu informer les clients sur les conditions sanitaires, mais comme vous avez de manière globale et générale une obligation de sécurité de vos clients tout au long de leur voyage, voilà un nouvel aspect de l'obligation de sécurité. Faire en sorte qu'ils ne soient pas mis à risque. Voilà. Après, ça sera autre chose d'imaginer une responsabilité parce qu'on a attrapé le Covid. Encore une fois, je ne suis pas devin, je peux pas. Voilà. Je connais bien la jurisprudence sur les maladies dans les hôtels, etc. On verra. Céline ? Alors, une autre question qui concerne justement les relations B2B. En tant que Théo organisateur, nous avons vendu un voyage de groupe à une association, donc loi 1901, immatriculée à tout France, garantie, etc. Cette association revend et organise le voyage pour son propre comité social d'entreprise. Sommes-nous dans une relation B2C ou dans une relation B2B, auquel cas l'ordonnance du 25 mars 2020 ne s'appliquera-t-elle? Merci de nous clarifier la question. On fait une consultation en live là sur. Mais là, l'association étant immatriculée, et j'ai relevé le mot, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi, mais j'ai entendu revend pour son compte. Dans la mesure où elle est immatriculée, elle est un professionnel du tourisme. Et c'est elle qui est en vente directe et éventuellement soumise à l'ordonnance. Mais là, l'agence est en position B2B avec l'association. Je pense, j'ai pas accès. Il y a une jurisprudence là-dessus d'ailleurs sur les associations. Si vous avez des associations qui travaillent à blanc, c'est-à-dire qu'elles ne revendent pas, elles ne font pas de bénéfices, au contraire, elles participent au prix, elles sont considérées comme clients. Là, j'ai l'impression qu'on est plus sur une association qui elle-même est… Sinon, elle ne serait pas immatriculée, ça ne servirait pas à grand-chose. Oui. Très bien. Céline, vous avez l'adresse pour envoyer la facture? Mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent dans les voyages de groupe, savoir quel type de relation il y a, si c'est le Théo qui est en relation avec celui qui revend. La question a été posée plusieurs fois. Oui, mais c'est pas nouveau, je veux dire, c'est pas par rapport là à la crise. On sait très bien, il y a des associations qui, comme je dis, qui sont transparentes, il y en a d'autres qui sont immatriculées, il y en a qui revendent avec une marge, il y en a qui participent au prix, donc qui font vraiment pas de marge, mais qui mettent au pot. Il y a autant de situations que de cas. Mais quand même, quand je vois une association qui est immatriculée, je pense que la réponse, elle est un peu dans la question. Très bien. J'ai aussi une question, donc c'est un peu un cas particulier. Un client annule avant le 15 mars, je le rembourse déduction faite des frais d'annulation. Oui. Maintenant, il nous demande la transformation de sa facture de frais en avoir. Est-ce possible? Ça aussi, ça arrive très souvent parce que l'ordonnance rétroagit au 1er mars. Elle rétroagit au 1er mars, encore une fois, pour les annulations, au moment où elles sont faites, qui sont justifiées par le Covid. Donc, il faut regarder si au moment où la personne a annulé, donc là, c'était quoi? C'est 15 mars, c'est ça? Oui. Donc, on est dans la période de rétroaction de l'ordonnance. Est-ce que le 15 mars, le voyage était réalisable ou pas? Donc, est-ce que les frais sont justifiés?
les frais sont justifiés si le voyage est réalisable. Et on a plein de cas hein, de clients qui ont annulé par peur. On commençait à beaucoup parler de l'épidémie. Maintenant, si effectivement, au moment où le voyage a été annulé, l'agence a pris des frais, elle n'aurait pas dû les prendre, que ce soit une ordonnance ou pas une ordonnance. D'accord, parce qu'il y avait ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles et inévitables. Ça, c'est le code en réalité. Donc, ces cas qui sont un peu borderline, passez-moi l'expression, en fait, il faut vraiment les examiner au cas par cas pour voir si les frais étaient justifiés. Maintenant, si les frais étaient justifiés, en gros, je ne vois pas pourquoi, sauf commercialement, on ferait un avoir dessus. Ça, c'est commercial, après tout, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que j'ai entendu le cas de Théo qui, commercialement, font le geste en disant, bon, ok, et puis ça permet de garder une bonne relation aussi bien avec l'agence qu'avec le client. Si en revanche, les frais n'étaient pas justifiés du tout, là, il faut se poser des questions et peut-être voir, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, ce n'est pas l'ordonnance là, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre des frais s'il y a une annulation qui est justifiée pour circonstances exceptionnelles et inévitables. Ok, alors là j'ai pareil une question qui concerne les groupes. Alors l'ordonnance s'applique plus facilement pour des individuels que pour les groupes. C'est plus compliqué. Nous avons des engagements auprès des prestataires sur place. Donc nous sommes quasiment obligés d'imposer au client le report à l'identique du voyage. Est-ce légitime de proposer un avenant au contrat avec de nouvelles dates choisies par le client pour le même voyage? Je ne suis pas sûre de bien comprendre, mais forcément les dates vont changer. De manière globale, est-ce que je peux répondre sur les groupes? Parce qu'évidemment, c'est compliqué. Regardez, vous, professionnels, si vous avez conclu le contrat avec un représentant du groupe, et en général, on vous envoie la roaming peu de temps avant le voyage, ou si vous avez des contrats indiv. Vous avez un contrat groupe, mais vous faites des contrats individuels et des paiements aux individuels. Ça change la donne dans la gestion des choses. Mais Ça alors change du coup, la donne pour… je rebondis parce que ça peut modifier le prix s'il y a une partie qui accepte le report et une partie qui… Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, dans les groupes, on aura toujours des gens qui ne vont pas vouloir repartir, qui ne vont pas vouloir repartir à la seule date unique qui est reproposée pour le groupe. Dans ces cas-là, dans le contrat d'origine, en général, on a des clauses qui prévoient le prix de base et la modification si on a une modification du nombre de participants. On est plus sur cette question-là que sur… c'est une combinaison, si vous voulez, entre cette problématique très connue des groupistes et l'ordonnance. Après, je ne peux pas donner ici, encore une fois, les astuces, parce que en même temps, chaque cas va être un peu différent, mais il y a des solutions pour essayer de s'en sortir. Que l'on deal avec le représentant du groupe, que l'on deal avec les personnes inscrites. Il faut que les gens comprennent que s'ils ne jouent pas tous le jeu du report à la même date, il y a forcément un impact sur le prix. On est sur une prestation différente. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et l'ordonnance, elle permet de faire un prix différent pour une prestation différente. Voilà ce que je peux dire globalement. Après, cas par cas, on voit comment s'en sortir. Alors, il y a une question sur la proposition à faire sous 90 jours. Si le client n'est pas en mesure de nous communiquer ses dates de report, doit-on obligatoirement lui transmettre quand même une proposition tarifaire ou pouvons-nous lui transmettre une proposition au-delà des 90 jours lorsqu'il sera en mesure de nous communiquer ses dates? Cela éviterait de faire des devis pour rien. Oui, je sais. Alors, ça, c'est la problématique parce que, vous voyez, l'ordonnance, elle est un peu mécanique, elle est un peu, voilà, sous 90 jours, on croit qu'on claque des doigts et on fait une nouvelle proposition, hop, on trouve une date, tout va bien et on signe un nouveau contrat et on verra ça, si jamais ça ne fonctionne pas, on verra ça dans 18 mois. Alors, moi, ce que je recommande, même si ça fait un peu plus de travail, mais s'il n'y a que ce point à changer, pas dramatique, faites l'offre sous 90 jours parce que c'est une obligation de l'ordonnance, même si elle n'est pas sanctionnée. Et quitte à ce qu'il y ait des échanges entre vous et le client pour bien montrer qu'il nous manque les dates. Vous voyez, normalement, c'est vrai que dans les devis, on met les dates, mais vous pouvez faire une proposition avec une première date, quitte à la modifier après. Mais je sais que ça induit du travail en plus, ça induit aussi du travail en amont avec les fournisseurs. On ne peut pas changer toutes les 5 minutes, mais il faut quand même sortir une offre dans les 90 jours. Quitte à ce que ce soit le client qui dise je préfère la changer. On peut faire
plusieurs offres. Si je pousse au bout le raisonnement, on pourrait faire plusieurs offres pendant 18 mois, hein, jusqu'à aboutir à un contrat. Et bon, l'idée, c'est pas que vous travaillez 18 fois pour le même prix, hein, bien sûr. Voilà, il vaut mieux faire une première offre. Pardon, Céline, je voulais juste rebondir sur cet aspect-là. Si le client est de mauvaise foi et qu'il refuse systématiquement les offres qui sont faites, ça se passe comment? Comment vous prouvez à un moment donné que bon, ben voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait et que décidément vous avez affaire à quelqu'un qui veut être remboursé et qui Oui, doit le dire, quoi. oui. Bon, on est entre professionnels là. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez bien tout surveillé. Euh, évidemment que des gens vont avoir ces idées-là, c'est-à-dire de refuser en permanence les offres ou d'en accepter une pour l'annuler ensuite. C'est-à-dire faire un nouveau contrat et l'annuler en sortant du Covid. C'est possible, hein. Moi, ce que je recommande, c'est de garder au maximum tous vos échanges. Je sais que vous le faites, tous vos échanges avec le client, parce que on n'en est pas là, mais on verra. Alors c'est un peu moins de 18 mois maintenant, mais peut-être dans 16 mois, dans 15 mois. Le client qui viendra en disant bah, je veux que vous me remboursiez parce que vous n'avez pas été capable de me proposer quelque chose, et si vous pouvez dégainer vous, un nombre X de propositions, bah, peut-être qu'on mettra sa mauvaise foi en face de ça. Peut-être. Évidemment, l'ordonnance ne le prévoit pas, mais la bonne et la mauvaise foi, c'est un principe général de tous les contrats. Peut-être que ce type de client-là, on lui opposera ça en lui disant avec cette mauvaise foi dont vous avez fait preuve, moi, j'ai travaillé votre dossier, j'ai travaillé avec les prestataires, tout le monde était OK pour un report au même prix, et par contre, s'il n'y a pas de report, j'ai des frais. Compagnie aérienne, hôtel, etc. Et à cause de votre mauvaise foi, c'est moi qui vais devoir les payer. Ben ça, je serai là pour discuter de ça éventuellement devant un juge. Je serai pas. Pardon. La proposition sous 90 jours concerne-t-elle également les packages dynamiques? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'elle me permet, je l'espère, de faire le point une fois pour toutes. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vois Jean-Charles qui rit parce que c'est notre sujet. Il faut arrêter de faire la distinction entre package et package dynamique. Un forfait, c'est un forfait. Simplement, il y a plusieurs façons d'arriver à faire un forfait. Le package dynamique, sachez que c'est le package que le client va composer dans une offre qui lui est faite. Ce n'est pas le package que vous, agence, construisez vous-même comme si vous étiez un Théo. D'accord? Quand vous faites ça, vous, agence, vous faites un package. Ce n'est pas un package dynamique. D'accord? C'est quand c'est le client qui le compose. Donc, pour répondre à la question, il n'y a aucune différence dans l'ordonnance selon la nature du forfait. Est-ce que c'est, si je me mets dans la peau de vous, agence de voyage, est-ce que c'est un forfait que vous revendez depuis un Théo? Est-ce que c'est un forfait que vous avez fabriqué vous-même en ayant votre propre réceptif ou en ayant fait le vol d'un côté, l'hôtel de l'autre et les transferts? Ou est-ce que c'est un forfait que le client a composé sur votre offre? C'est du forfait. En tout cas, juridiquement. Très bien. Je Ok. Alors, vois que les questions, il y en a beaucoup et qu'on est bloqué à 100 depuis le début pratiquement de la oui, réunion. alors bon, il y a des questions qui reviennent un petit peu. Sur les congés, par exemple, le refus des congés payés ou justement la problématique abordée tout à l'heure sur les passeports. J'ai vu des questions sur le solde, voilà, le paiement du solde. Ça vous intéresse? oui, Le oui, paiement c'est du ça. Je solde. l'ai vu aussi. Donc, en gros, ouais, si le voyage peut être maintenu, mais le contrat pour défaut de paiement. Alors, ça, c'est une vraie question, évidemment, qui n'est pas prévue par l'ordonnance. On sait très bien quand vous faites vos contrats que vous avez un calendrier, en fait, avec le solde et peut-être, pardon, un ou plusieurs acomptes et le solde. Et il faut savoir que l'ordonnance prévoit que l'avoir que vous allez pouvoir proposer à un client dont le voyage est annulé, il correspond soit à l'acompte reçu, soit à la totalité si vous avez reçu la totalité. Mais l'ordonnance ne prévoit pas les cas un peu intermédiaires où le client, alors ça vaut surtout pour la période début mars finalement, quand
par exemple, la période du paiement du solde est arrivée à ce moment-là. C'est-à-dire que vous avez des clients qui, au lieu de solder, vous disent j'annule et je veux en avoir. Alors, il aura un avoir que de l'acompte, évidemment. Il y a quelques professionnels, des agences qui ont demandé solder d'abord. Comme ça, je vais pouvoir sécuriser votre report avec le même prestataire, avec la compagnie. Enfin, c'est plus compliqué que la compagnie, mais voilà. Donc, ça n'est pas prévu. Moi, j'ai tendance à dire, si au moment où le client a annulé, il n'avait pas d'obligation de payer un nouvel acompte, ou pas l'obligation de solder, on lui fait un avoir pour ce qu'il a versé. En revanche, j'aurais tendance à dire, dites à vos clients que il est préférable de respecter le contrat d'origine, c'est-à-dire de respecter les échéances de règlement, en tout cas jusqu'au moment où ça va être annulé. Par contre, à partir de l'annulation, dans la mesure où on va partir sur un éventuel nouveau contrat, là, vous seriez malvenu de demander au client de solder. Il y en a qui l'ont fait, mais ça ne passe pas très bien. Ceci étant, Emmanuel, c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer au client qu'il faut qu'il paye pour quelque chose dont il est sûr qu'il n'aura pas la prestation, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je dis que… On a eu souvent cette question-là, notamment dans le forum, dans la hotline de tourmac.com sur Facebook. Et franchement, voilà, ça ne paraît pas logique, on va dire. Ce n'est pas rationnel pour un consommateur de payer pour quelque chose dont il est sûr que ça n'aura pas lieu. Non, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est le client, s'il était en défaut, il était déjà en défaut. Ça m'est arrivé d'avoir des dossiers où le client, au moment où il dit qu'il annule, il n'avait pas payé son nouvel acompte ou son solde. Il était en défaut. Ça pose un vrai problème juridique. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler devant des tribunaux, mais ça pose un problème parce qu'en tant que vous, agence, vous pourriez vous dire, au moment où il devait solder, il n'a pas soldé. Il est en défaut, il a annulé, mais pour autre chose que le Covid, rien à voir. Il a annulé parce qu'il n'a pas payé. Ça, c'est une vraie question. Juridiquement, je pourrais considérer que le client est en défaut et que donc c'est trop tard. Après, c'est à vous de voir commercialement. Mais peut-être que si le client dit j'annule, mais je veux en avoir, là, vous êtes peut-être justifié de lui dire oui, mais tu étais en défaut de paiement, donc solde-moi, et puis je te ferai un avoir, mais tu auras un produit différent. Parce qu'il était en défaut. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas vous, l'agence, qui êtes en mode annulation, etc. Il était en défaut de paiement. C'est une situation marginale, mais qui existe vraiment. Maintenant, si au moment où le client annule, il n'a pas d'autre obligation de paiement qu'il avait versé son acompte, et puis il devait payer 30 jours avant le départ, par exemple. Il annule entre les deux, sous couvert de l'ordonnance. On lui fait un avoir de l'acompte. Ça, c'est un peu mathématique. Ce n'est pas forcément très agréable parce que vous vous retrouvez juste avec un acompte, mais c'est la réalité. Céline? Oui, alors une question. Un client qui était engagé sur un voyage aux États-Unis souhaite partir désormais sur un projet en Europe. Nous ne sommes pas sur un voyage similaire ou équivalent. Peut-on lui compter des frais qui nous sont impactés par la compagnie, par exemple? Sinon, à quoi sert la notion d'identique ou similaire? Identique ou équivalent? Justement, là, à la demande du client, il y a une demande de voyage différente. Oui. Donc, l'ordonnance le prévoit. Si à la demande du client, on est sur une prestation différente, prestation de remplacement différente, si ça induit un prix différent, il faut le justifier auprès du client. Alors, attention cependant à ce que ça ne soit pas le moyen pour les prestataires d'y faire glisser leurs frais, c'est-à-dire les frais qui sont appliqués au premier dossier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la compagnie aérienne, on lui dit finalement, on ne te prend plus un Paris-New York, mais si tant est que la même compagnie fasse aussi ces deux destinations, mais on va te faire un Paris-Athènes, par exemple. Il faut faire attention à ce que les frais éventuels d'annulation du Paris-New York ne soient pas dissimulés dans un prix différent sur le nouveau billet. Ça, il faut faire attention. Enfin, je vous dis à vous, les professionnels, faites attention à ce que ça soit clair. Mais les compagnies commencent petit à petit à rentrer un peu dans de meilleures dispositions quand même à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce que je peux vous répondre, c'est que là, on est vraiment
dans le cas d'une prestation différente qui pourra nécessiter des ajustements. N'oubliez pas que les ajustements, soit ils peuvent être inférieurs, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'avoir pour une prestation inférieure, soit on impute l'avoir sur une prestation qui est plus chère. Très bien. Une question concernant les rapatriements. Nous sommes confrontés à des clients qui réclament l'intégralité des prestations non effectuées. Donc, ils ont dû supporter les frais supplémentaires de l'aérien et le non-remboursement des services par les prestataires. Voilà, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? Alors, là. mais là, c'est le client qui a payé les frais du rapatriement ou c'est l'agence? Alors, l'agence n'est pas à l'origine du rapatriement. C'est peut-être le Théo. Ah oui, je ne fais pas trop de différence, vous savez, c'est le professionnel. Pour simplifier la réponse à cette question, quand des clients sont rapatriés d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit par le professionnel, que ce soit éventuellement par la voie diplomatique, même si on en a eu assez peu, mais enfin, il y en a eu quand même, on se retrouve avec la problématique des prestations sur place qui n'ont pas été consommées. Et voilà. Ça, on sort complètement de l'ordonnance, elle ne traite pas ça. On a une disposition dans le Code du tourisme qui dit que quand des prestations n'ont pas été servies, sans donner la cause, hein, donc ça peut être circonstances exceptionnelles et inévitables, ça peut être une défaillance du réceptif, ça peut être n'importe quoi, sauf si c'est la faute du client, eh bien cette disposition prévoit que dans ces cas-là, il faut accorder une réduction de prix, autrement dit un remboursement au client. Donc, sauf si vous arrivez à mieux négocier avec le client en disant « non mais attends, on t'a fait revenir en business », enfin bon, c'est assez rare, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est de la négociation, mais l'article du code dit que s'il y a des prestations qui n'ont pas été servies, il faut accorder une réduction de prix. La seule différence là, c'est qu'il n'y aura pas de dommages-intérêts, parce que la cause, c'est la force majeure. Pardon Emmanuel, et cela même en cas de circonstances de force majeure Il n'y a pas de précision dans le code. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'article L211-17. Il faut bien le lire, hein, parce que si on lit que la moitié, on ne comprend pas, c'est le premier alinéa. Il n'y a pas de distinction. La seule distinction qui est faite, c'est si la mauvaise exécution ou l'absence de prestation, c'est la faute du client. Par exemple, un client qui ne s'est pas présenté à une excursion, vous voyez, il n'a pas demandé le remboursement quand même, c'est sa faute. C'est la seule… mais encore une fois, le code du tourisme, qui est issu de la directive européenne, n'a pas été rédigé en considérant un truc aussi exceptionnel que ce qui nous arrive. C'est un peu ce que je voulais dire. Est-ce que, bon, on sait bien que la force majeure a été relativisée beaucoup hein, ces dernières années, mais est-ce que là, finalement, on ne peut pas se situer au même niveau que les assureurs en disant « désolé, mais dans nos contrats, la question de la pandémie, du virus n'était pas prévue ». Donc, est-ce qu'un client un petit peu, on va dire, procédurier ne va pas mettre en avant justement cette exception sanitaire pour dire mais enfin l'agence plutôt hein, l'agence oui. Voilà, l'agence qui pourrait dire attendez là c'est vraiment un cas spécial, rien n'est prévu, moi-même je ne suis pas remboursé de ma perte d'exploitation, donc je ne suis pas en mesure de vous rembourser. Oui, alors à la différence quand même que les assureurs pour je ne veux pas dire 9 sur 10, mais dans 9 contrats sur 10, justement, il est précisé que les épidémies, etc., ne sont pas prises en compte. Nous, rien n'est précisé. On a ce fourre-tout, qui en plus est une nouvelle notion de circonstances exceptionnelles et inévitables. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans le code, la seule chose que permettent les circonstances exceptionnelles et inévitables, c'est de ne pas indemniser, de ne pas donner de dommages-intérêts. En revanche, il existe un principe, je ne vais pas vous casser les oreilles avec le droit, mais c'est important que vous le sachiez. Il existe un principe général qui est celui de la force majeure, qui est que lorsqu'il y a un cas de force majeure, là c'est l'épidémie, eh bien on annule le contrat, on annule la prestation, et donc il y a ce qu'on appelle une restitution en droit, c'est-à-dire un remboursement. C'est un principe qui est dans le Code civil. Donc, moi, j'ai déjà tenté hein, sur la force majeure de faire comprendre à des juges que nous, par exemple, nous les agences, on n'a plus l'argent
il est chez le réceptif qui dit oh bah, moi, je le garde. Il s'en fiche. Il y a un principe juridique, force majeure ou appelez les circonstances exceptionnelles et inévitables, égale annulation, égale restitution, sauf faute du client. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de dédommagement. C'est ça l'effet de la force majeure. Vous comprenez, Jean? Donc, on pourra essayer, hein, on pourra essayer, bien sûr. Il y en a qui ont réussi à négocier avec les clients en disant quand même, participez un peu à l'effort de guerre. Je vous ai rapatrié, je vous ai fait venir 2 jours avant, je vous ai ramené chez vous, vous avez pris un Uber grâce à moi et tout. Mais il y a des clients qui envoient des lettres en disant oui, bonjour. Moi, je connais des cas de gens qui sont arrivés aux Canaries. Le lendemain, il y a eu une tempête de sable, ils sont restés enfermés dans l'hôtel et le surlendemain, les Canaries ont fermé, ont fait le lockdown et il a fallu rapatrier tout le monde. Vous voyez, ils avaient 15 jours de prévu, ils ont passé 2 jours enfermés dans l'hôtel avant de rentrer. Bah, ils demandent le remboursement des prestations. Pas de l'aérien, mais des prestations terrestres. Ça va être un peu compliqué de leur dire non. Céline, on a d'autres… Oui, alors il y a pas mal de questions sur les soldes. Si le voyage est en juillet et que le solde doit être fait en juin et que le client ne solde pas, que fait-on? Alors là, ça veut dire qu'on parle d'un cas où il n'y a pas eu d'annulation. Il n'y a pas eu d'annulation, il n'y a pas eu d'avoir. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je respecterai le contrat. Il faut bien que le client se prononce. Soit il annule, c'est suffisamment, c'est peut-être un peu tôt, mais bon, il annule, on a la démonstration que le Covid va empêcher son voyage. Ok, on rentre dans l'ordonnance, on fait un acompte de ce qu'on a. S'il annule pas, parce qu'on se dirige vers la réalisation de son voyage, il faut respecter le contrat. On est bien sur le contrat d'origine. Donc, il faut payer. Sinon, ça autoriserait, si vous voulez, les clients à être sur 2 tableaux. Ils ne payent pas et ils attendent de voir si ça s'annule ou pas et hop, j'aurai un avoir. Je sais que je peux paraître dur en disant ça, mais il faut quand même savoir où on se place. Emmanuel, ceci étant, il y a quand même aujourd'hui un flou artistique, on va dire presque total, quoi, hein, par rapport aux questions d'ouverture des frontières. On le voit avec l'Italie qui a déconfiné, qui a ouvert ses frontières sans se concerter. L'Espagne qui vient de faire la même chose, la Grèce. Et donc, à la limite, c'est compliqué un petit peu d'exiger du client finalement quelque chose qu'il ne maîtrise pas et dont il n'a pas connaissance au jour d'aujourd'hui, quoi. Ben, oui, c'est bien pour ça qu'on va dire aux clients, ben, attendez. Donc, on est bien sur la base de leur contrat d'origine. Moi je raisonne un peu juridiquement, pardonnez-moi, mais je trouve que mettre cette fois-ci les professionnels en difficulté parce que on leur dit je ne te paye pas parce que je ne sais pas ce qui va se passer, ben, ça me paraît dévoyer un peu l'économie de tout ce qui est mis en place. Donc, je sais qu'il y a des incertitudes, mais il y a les mêmes incertitudes pour les professionnels. Donc, dire à une agence, j'ai payé mon acompte, je devrais payer là, par exemple, le 5 juin, je ne te paierai pas. Je pars le 5 juillet, mais je ne te paierai pas parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Comment elle fait l'agence, elle, pour éventuellement aussi peut-être respecter ses propres échéances? Ça va être compliqué. Moi, je pense, je me dis bêtement, bah, il y a un contrat, je le respecte. Ou alors tu l'annules. On voit que, par exemple, les annulations tour opérateur, là, corrigez-moi si je me trompe, mais on arrive au 26 juin, non? Quelque chose comme ça? Oui. Le CETO, c'est 26 juin. Donc, vous voyez, Oui. il y a une certaine logique. Céline, moi je propose qu'on regarde les questions qui n'ont pu être posées, qui sont peut-être différentes un petit peu, pour accélérer. Il nous reste, bon, on n'est pas obligé de respecter absolument… Ça va, j'ai toute la vie. 60 minutes, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je crois qu'il faut quand même qu'on accélère et qu'on essaie de voir un peu s'il y a des questions qui n'ont pas encore été posées. Alors, l'agence devra-t-elle supporter le coût des avoirs pour prestations déjà payées on l'a déjà posé, il me semble, celle-ci. Allez, Partenaire ou réceptif en cas de faillite. Ouais. Je vois qu'il y a 90 des questions. Voilà, tu as compris. Les voyages aux USA pour un départ en juillet ne sont pas annulés alors que cela paraît compromis.
Les clients doivent-ils attendre? Et il y avait aussi une question sur, il y a des clients qui font valoir leur âge avancé pour dire qu'ils ne peuvent pas partir. Et j'ai vu cette question passer plusieurs fois, donc Bon, je vous la pose. on va prendre les papiers et les mamies. Voilà. Ça rejoint, alors je sais que c'est les questions qu'on pose beaucoup, par exemple, pour des groupes. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, les annulations pour convenance personnelle. Si le voyage est possible, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut attendre. Attendez pour les dates. Plus elles sont éloignées, mieux il faut attendre maintenant pour voir ce qui va se passer. Si quelqu'un aujourd'hui préfère annuler parce qu'il dit « je suis âgé, j'ai du diabète, etc. », ça sera une annulation pour convenance personnelle. Ça ne sera pas une annulation parce que son voyage n'est pas possible. Donc, code du tourisme et application du barème de frais. Le mieux, c'est de les faire attendre. Honnêtement, le mieux, c'est de les faire attendre, si possible. Il urge d'attendre. Il est urgent d'attendre. Donc là, il y a le cas de la Tanzanie qui vient d'ouvrir ses frontières sans quarantaine obligatoire. Nous avons vendu un safari pour août. Les clients ont acheté les vols eux-mêmes et ils ne sont pas annulés à ce jour. Peuvent-ils exiger l'annulation du séjour sans frais ordonnance? Si leurs vols sont annulés, cela enclenchera-t-il automatiquement l'obligation du TO d'accepter le report sans frais? Là, c'est un peu la question comment dirais-je, de la possibilité de certaines prestations, mais on ne sait pas sur d'autres. C'est-à-dire, pour le terrestre, on sait, en gros, et pour l'aérien, on ne sait pas. Mais normalement, en ce moment, normalement, les compagnies, corrigez-moi encore là si je me trompe, mais les compagnies, les vols sont ouverts, non? Par exemple, pour cet été. Oui, mais c'est là qu'il y a une contradiction entre ce que les compagnies souhaiteraient et ce qu'elles vendent, et la possibilité pour les Français de partir. On l'a vu encore hier, la ministre du Transport, Elisabeth Borne, qui a fait comprendre aux Français que bon, cette année, il fallait en priorité, de préférence, passer ses vacances en France. Bon, Oui. après, effectivement, les billets sont dans le commerce, on peut les acheter, mais cela ne veut pas dire qu'on pourra partir pour autant. C'est toute l'ambiguïté aujourd'hui de la question de l'ouverture des frontières. On le voit pour Schengen, c'est pas évident, mais alors en dehors de Schengen, ça l'est encore moins. Oui, alors le problème, c'est que, on l'a bien compris, on a un texte, un code qui n'est pas prévu pour tout ça. On a une ordonnance qui règle une toute petite partie des problématiques. C'est un report des vacances, comme si, encore une fois, il suffisait de claquer des doigts pour reporter les vacances. Le problème, c'est qu'on va avoir des gens dont les voyages sont réalisables, mais qui peut-être ne pourront pas sortir de l'Europe. Je n'ai pas la réponse. Honnêtement, je ne peux pas le savoir aujourd'hui. On va être obligé d'attendre, mais ça va induire des décisions juridiques et commerciales un petit peu au fur et à mesure. Mais pour le moment, encore une fois, on doit se placer au jour où on annule. Donc, soit ses clients, soit vous. Et c'est aussi vous, en tant que professionnel, à vous dire, est-ce que raisonnablement, ils ne pourront pas y aller, donc je vais accepter l'annulation et je vais voir aussi avec mes prestataires. Ça pose le problème des compagnies aériennes. Elles sont assez strictes là-dessus, du style, moi j'ai les billets, j'ai les vols, je m'en fiche si vous pouvez sortir ou pas, j'ai les billets. On va essayer de les faire avancer là-dessus, mais encore une fois, on va avancer presque tous les 15 jours sur ces sujets-là. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire il faut qu'ils annulent la Tanzanie. Pardon, Emmanuel, est-ce que la solution, elle n'est pas finalement dans la limite administrative que le CETO met à chaque fois en repoussant les réservations de voyage, finalement? C'est un peu le baromètre, on va dire, des possibles. Oui, et c'est vrai que c'est une démarche intéressante de fixer des dates. Mais tout le monde ne les suit pas. C'est ça, il y a des TO qui ne les suivent pas, il y a des TO qui sont un peu plus en avant dans le calendrier. Il y en a d'autres, les croisiéristes par exemple, qui sont bien compris que ça va être compliqué et qui font. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis, voilà, c'est vraiment toujours de la discussion, des accords, mais surtout, je sais que vous vous focalisez sur la relation avec vos clients, mais regardez bien aussi la relation avec vos fournisseurs parce que c'est vraiment important. Et à ça s'ajoute la géopolitique et l'ouverture des frontières, je sais. Mais voilà, vous êtes relevé du 11 septembre ou de choses
Voilà, c'est vrai que là, on sort un peu des normes, bien sûr, mais on s'en sortira aussi. Mais on doit combiner toutes ces informations pour essayer de s'en sortir. Il y a une question sur la garantie financière, enfin des bons à valoir. Je suis une franchisée d'un gros Théo qui a une garantie à la PST. J'encaisse les acomptes du client pour le Théo. Si ce gros Théo venait à disparaître comme Thomas Cook, que deviendront les bons à valoir des clients? Eh bien, comme Thomas Cook. Voilà. Non, mais je vois très bien de qui il s'agit. Ouais. Voilà, attention. Oui, oui, parce qu'en fait, on avait abordé, Emmanuel, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait abordé cette question justement lors de votre première intervention en ce qui concernait l'ordonnance. Et on disait justement que dans 18 mois, compte tenu du contexte qui pourrait s'accélérer, de la concentration, etc., ça pourrait devenir compliqué en fait d'assurer aux clients, aux consommateurs, une garantie. Si l'État, d'ailleurs Jean-Pierre Mas qui intervenait récemment dans un live, il nous a dit que il nous a affirmé que l'État suivrait absolument en cas de problème de la PST, que l'État garantirait, il avait l'air vraiment sûr de lui, que l'État garantirait et suivrait au cas où la PST ne pourrait plus tenir ses engagements. Oui. Alors, j'ai entendu ça également. Alors, déjà, rappelons juste que ce qui est garanti, c'est l'avoir donné par l'agence. Donc, j'entends bien, là, Céline parlait d'un cas d'une agence franchisée d'un gros Théo. La question, on a bien compris, c'est où se trouve l'argent, où se trouve la compte. Ouais. Parce que s'il n'est plus dans l'agence, il faut savoir qu'on ne peut pas donner. Il ne faut pas donner un avoir si on n'a plus l'argent. Et si jamais l'argent se trouve ailleurs, à ce moment-là, il faut demander la garantie de celui qui a l'argent. Donc, si on réfléchit bien au cas qui nous a été donné, suivez mon regard. Il faut absolument, parce que je vois mal des agences s'engager sur leur garantie financière sur un avoir alors qu'elles n'ont pas l'argent. Attention à ça, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention. Très bien. Que faire en cas de demande de report d'un voyage déjà reporté? Oui, ça, je suis sûre qu'il va y en avoir pas mal. On recommence en fait. Enfin, moi, j'aime pas trop parler d'un report. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une annulation d'un voyage et on réfléchit au sort qui va être le sort de ce voyage. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'on fait un avoir et on le réutilise sur un autre voyage, ou alors est-ce qu'au bout d'un moment, on remboursera? C'est ça. Mais on peut, à partir du moment où l'avoir a été utilisé pour un nouveau contrat, on est bien sur un nouveau voyage avec un nouveau contrat. S'il y a une nouvelle annulation avant le 15 septembre, on est dans l'ordonnance. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs écoles. Il y a l'école, notamment pour les groupistes, de se dire « Ah ben moi, ça y est, j'ai tout bloqué, j'ai mes reports, mes nouveaux contrats, c'est fait pour 2021. » À la limite, c'est bien parce que voilà, on n'y revient pas dessus. Puis l'autre école, qui est de dire attendons avant de faire le nouveau contrat pour voir, attendez, et ne choisissez pas des dates trop proches. Moi, j'ai des cas de professionnels qui avaient reporté pour juin, imaginez-vous. Ils avaient reporté pour juin. D'autres qui avaient reporté pour septembre et qui sont en train de se dire que ça va être reporté, annulé. Donc, voilà, il y a les deux écoles. Soit on est sûr de son coup et de toute façon, on reporte pour 2021, par exemple, soit attention au report. Et là, le cas que vous évoquez, là, Céline, c'est peut-être quelqu'un qui avait reporté sur un nouveau contrat un peu trop tôt. Mais voilà, l'ordonnance s'applique jusqu'au 15 septembre. Emmanuel, je crois qu'on a fait pas mal le tour de la question. Il y a beaucoup, je crois vous avez répondu à énormément de questions. Est-ce que vous voulez peut-être dire un dernier mot un peu sur, globalement, un peu pour clôturer les discussions? Eh bien, moi, bon courage. C'est bref, et Non, très clair. non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'à force de pédagogie,
toutes les agences qui sont indépendantes ou qui sont dans des réseaux. Je vois des figures connues de réseaux là devant mes yeux. Il y a eu un bon accompagnement. J'ai l'impression que donc il y a une bonne compréhension de la part des professionnels. Moi le mot que je voudrais dire, c'est j'ai vu que sur Facebook, ils ont créé un nouveau petit emoji de solidarité. Eh bien, c'est ça que je voudrais dire pour les professionnels, c'est soyez ensemble pour gérer vos cas, c'est-à-dire entre distributeurs, producteurs, TO, réceptifs, autant qu'on peut, envisager tous ensemble le cas des dossiers. Je sais que c'est beaucoup de travail, je sais que les marges sont assez maigres parce que les Français ont pris 2,5 kg pendant le confinement, mais pas les marges apparemment. Donc, voilà, solidarité, échange, transparence. Ça, c'est vraiment ce que je vous conseille parce que vous avez bien compris qu'on est avec un texte qui n'est pas simple à faire entrer dans toutes les situations. J'essaye de faire du mieux que je peux, mais plus vous parlerez, plus vous serez transparent et mieux ce sera. C'est la leçon que j'ai retirée de ça. Merci Emmanuel, Maître Emmanuel Diop, cabinet Equinox Avocat. Merci infiniment d'avoir répondu donc à toutes ces questions. Je crois que si on refaisait une troisième séance, je crois qu'il y aurait encore du monde. Là, on a encore fonctionné, on va dire les compteurs ont été bloqués du début jusqu'à la fin. On a essayé de répondre à toutes les questions. On pourrait refaire, vous savez, moi, ce que je vous propose, Jean, peut-être qu'on pourrait en refaire une mi-juin quand on aura eu les décisions du gouvernement et qu'on en saura un peu plus sur les frontières, des choses comme ça. Si ça vous intéresse, on pourra peut-être faire quelque chose de… La façon dont les choses, effectivement, vont évoluer, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu la bouteille à l'encre, que ce soit les stratégies, la question, la cacophonie européenne, on le voit en matière d'ouverture des frontières. Les compagnies aériennes aussi, autre problématique importante qui n'est toujours pas réglée, et elles ne veulent toujours pas rembourser et on n'y arrive pas. Donc, je crois que toutes ces questions-là, effectivement, ça serait pas mal de faire un petit rappel au mois de juin, bien avancé. Merci à Céline Emery comptez sur moi. De nous avoir transmis toutes ces questions. Et puis, merci à tous. Comme Emmanuel, je vous souhaite bon courage. Hein, vous allez en avoir besoin, malheureusement, pour les mois à venir. Et voilà. Et puis, soyez solidaires. Solidarność. Merci. À bientôt, tout le monde.